Bonjour, Bon, bonjour. bonjour à tous. Donc moi je suis Julia Calfon, je suis la directrice pédagogique de l'Executive Certificate que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Hop, Je suis mais Rémi apparemment, Saint-Péron et je suis le président de Créa Université et on va vous dire quelques mots sur Créa Université, partenaire de ce certificat. Bonjour à nouveau, je suis donc Rania Waret, responsable commercial Inter et je développe également les grands comptes en proposant des parcours sur mesure et celui-ci peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là. Rémi, je te laisse commencer par présenter un tout petit peu Créa Université. Oui, quelques mots sur Créa Université. Créa Université, c'est une association qui a une douzaine d'années maintenant et dont la mission est de développer la créativité dans l'enseignement supérieur. Alors, ça prend différentes formes. On a fait des colloques, différents certificats et donc depuis maintenant 2 ans, un certificat avec Centrale Supélec dont Rania vous donnera quelques détails à la fin de ce webinaire. Pendant ce séminaire, nous allons parler, vous l'avez compris, de créativité individuelle et d'intelligence collective dans les organisations. Et pourquoi est-ce que ce sujet nous tient à cœur? Parce que la créativité, vous le savez tous, nous en sommes tous dotés. On le voit particulièrement en ce moment où tout un tas d'initiatives naissent à droite et à gauche. Et on se dit que ce phénomène, finalement, est inhérent à chacun. On en a tous besoin dans notre quotidien, dans les organisations. Et il naît d'une part de disposition d'esprit, d'aptitude, comme vous le verrez tout d'abord avec Rémi, et il naît aussi à la suite d'un processus créatif que je vous présenterai, que nous mobilisons pour pouvoir créer de nouvelles choses. C'est parti alors. Donc effectivement, on C'est va parti. commencer par évoquer les aptitudes créatives. Alors, c'est des recherches récentes dont on va vous parler. On peut lancer la première effectivement, notion qui parle d'intelligence. Très longtemps, le QI, le quotient intellectuel, a été considéré comme l'unique mesure de l'intelligence d'un individu. Aujourd'hui, on sait qu'il y a différentes formes d'intelligence et la créativité en est une. Alors, la créativité, comment on la définit? Eh bien, je vous propose la définition de Todd Lubart, qui est justement le chercheur chef du laboratoire qui a développé ce test du Creative Profiler dont on va parler. Donc, la créativité est définie comme une capacité à réaliser une production qui soit à la fois originale et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. Donc, une définition très large, quelque chose de nouveau, une production nouvelle, potentiellement, il faut comprendre, potentiellement adaptée. Une idée créative peut très bien ne pas fonctionner finalement, mais potentiellement adaptée à un contexte. Alors, cette étude de Creative Profiler, comment ça a démarré? Ça a démarré il y a une dizaine d'années maintenant. Donc, cette équipe de chercheurs a réuni un panel de ce qui est appelé des hauts potentiels créatifs. Donc des chercheurs, des artistes, des publicitaires, des start-upers, voilà. Donc ils ont réuni ces gens-là et pendant 4 ans, ils ont essayé de comprendre comment ça fonctionnait dans leur tête. Et ils ont identifié donc des caractéristiques spécifiques de ces personnes dites à haut potentiel créatif, et c'est ce qu'ils ont cherché à modéliser. De caractéristiques à la fois cognitives, on va le voir, donc liées à la cognition, à la connaissance, et d'autres qui sont connatives, c'est-à-dire plus liées à la personnalité de l'individu. Et donc, ce sont ces facteurs de créativité que le Creative Profiler a pour but d'évaluer. Donc, c'est un test qui se passe en ligne pendant 1h15, 1h30, et on va voir quel type d'aptitudes sont étudiées. La première aptitude est la pensée divergente, donc aptitude cognitive. La pensée divergente, c'est la capacité à générer des notions alternatives à partir d'une seule information initiale. Une information qui peut être un mot, qui peut être une image, qui peut être une histoire. C'est une notion de quantité et de fluidité et aussi de variété de la production.
Un niveau élevé en pensée divergente indique une grande productivité idéationnelle et une certaine flexibilité cognitive. Donc, c'est cette capacité à pouvoir démultiplier les réponses par rapport à un input. À chaque fois, je vais vous donner quelques petits conseils pour développer cette aptitude. Alors, pour la pensée divergente, c'est cette idée de démultiplier les alternatives, les choix, les hypothèses. Donc, une bonne manière de s'entraîner pour ça, c'est quand vous avez besoin d'une idée ou d'une décision à prendre, essayez d'étaler les possibles, de créer des alternatives avant de converger vers une solution, par exemple. Vous pouvez aussi, d'une manière plus ludique, imaginer d'autres fins à un livre, un film, une série. C'est donc dans cette idée de démultiplication avant de choisir. Deuxième aptitude, la flexibilité mentale. Alors, flexibilité mentale extrêmement importante en créativité, c'est la capacité à changer d'optique, la capacité à renouveler son regard, à modifier aussi ses ancrages cognitifs initiaux pour explorer d'autres solutions, changer sa manière de voir. Donc, c'est très proche de la souplesse mentale et de la capacité à alterner différents traitements d'informations. La flexibilité mentale, pour la développer, il faut changer son regard et c'est pas facile. C'est pas facile de changer ce regard, se mettre à la place de l'autre, mais vraiment voir la situation à travers les yeux d'un autre personnage, changer de point de vue. Une manière aussi, une petite chose pour s'entraîner tous les jours, c'est de faire des micro-changements dans sa vie, chez soi, dans vos objets personnels. Le verre à dents qui est à droite, mettez-le à gauche. Faites comme ça des micro-changements, ce qui va obliger le cerveau à recalculer les choses. Et ça fait un très bon entraînement pour lui et pour la créativité. Troisième capacité, aptitude cognitive, c'est la pensée analogique. Donc, je pense que tout le monde connaît la pensée analogique. Donc, c'est la capacité à relier des éléments ou des ensembles d'éléments qui ne sont pas communément raccordés. On parle d'ailleurs non pas d'association dans ce cas-là, mais de dissociation, terme inventé par Arthur Koestler. C'est cette capacité à mettre en relation des choses qu'on n'a pas l'habitude ou que la logique n'a pas l'habitude de relier. Et les personnes qui ont un niveau élevé en capacité analogique savent vraiment transposer des informations d'un univers à l'autre. C'est le fameux benchmark en entreprise. Elles font facilement des comparaisons entre les choses et utilisent beaucoup des métaphores. Donc ça, c'est une aptitude qu'on a tous. Je dirais la langue française est pleine d'analogies. Avoir une grosse journée, c'est une analogie. C'est comme si la journée était grosse. Donc cette capacité, elle s'entraîne en s'amusant à faire des comparaisons. Ici, je vois une cheminée là-bas en face de chez moi. Une cheminée, c'est comme un volcan. Voilà. Des petites choses comme ça pour s'entraîner. Caractéristique suivante, la pensée convergente. On a parlé de la pensée divergente. Évidemment, en créativité, on diverge et ensuite on converge. Et donc, c'est la capacité à raisonner, à résoudre différents types de tâches logiques. Ça correspond à l'esprit de synthèse, une capacité de sélection, d'organisation des informations, savoir fusionner une information avec d'autres pour construire des croisements fertiles. La pensée convergente permet vraiment d'effectuer des synthèses, au moment où on va produire l'idée, l'émergence de l'idée, au moment de cette convergence. Voilà, pour s'entraîner, je dirais qu'on est tous très entraînés parce que la pensée convergente, on l'a connue depuis qu'on est ici, c'est ce qui drive l'école, l'éducation, la logique. Le QI, c'est de la pensée convergente. Donc, on est tous très, très bien entraînés. Si vous voulez en faire plus, c'est tous les petits jeux de logique, les petits casse-têtes, les petites énigmes, tout ça, ça fait travailler la pensée convergente. Ensuite, c'est la capacité à associer. Donc, capacité à associer. Mettre en relation des éléments ou des ensembles d'éléments qui ne sont pas communément raccordés. Là aussi, c'est cette notion de dissociation dont on parlait juste avant. Par définition, la pensée est associative. On a tendance à associer plutôt sur la logique et il faut découvrir d'autres modes d'association qui peuvent être analogiques, antithétiques, oniriques. Il y a plein de manières d'associer qu'il faut chercher à développer. Voilà.
Donc, une bonne manière de développer sa capacité d'association, c'est d'étendre les choses, de faire des cartes mentales, des associations de mots, des chaînes de mots, hein, donc développer tous ces aspects associatifs et aussi sur différents modes sensoriels, hein. On peut faire correspondre un dessin à une musique. C'est associé. On passe maintenant aux aptitudes connatives, donc plus liées à la personnalité, les premières étant plus liées à la connaissance. Et la première aptitude qu'ils ont identifiée donc, chez ces hauts potentiels créatifs, ils l'ont baptisée tolérance à l'ambiguïté. Ils se sont aperçus que ces personnes au potentiel créatif pouvaient fonctionner dans des univers sans avoir toutes les informations, même avoir des informations contradictoires. Ça ne les empêchait pas d'avancer. Hein. Ils ont donc baptisé cette notion tolérance à l'ambiguïté. Donc, c'est la capacité à pouvoir à lâcher un peu prise, à lâcher le contrôle et continuer à avancer sans avoir toutes les informations qu'on pourrait souhaiter. Qualité très utile dans les organisations aujourd'hui où tout n'est pas forcément très clair, mais il faut avancer quand même, particulièrement en ce moment peut-être. Comment développer la tolérance à l'ambiguïté? Déjà, c'est suspendre le jugement. Hein, une notion dont Julia va vous reparler tout à l'heure, extrêmement importante en créativité, c'est ne pas tout de suite converger avant de critiquer une idée, se demander finalement pourquoi pas. C'est être à l'aise avec des oxymores. Vous pouvez, pour développer votre tolérance à l'ambiguïté, vous amuser à créer des oxymores, hein, donc des oppositions, des antagonismes comme ça qui vont effectivement faire perdre un petit peu les repères et lâcher prise du coup. Caractéristiques suivantes, propension à oser, l'audace, la prise de risque, extrêmement importante en créativité parce qu'à un moment, on va aller contre le paradigme et les modèles ambiants. Donc, il faut être un petit peu gonflé pour faire de la créativité, particulièrement dans les organisations, hein, où le jugement est très développé. Donc, propension à oser dans des situations incertaines, capacité à saisir une opportunité pour passer à l'action, savoir prendre des risques calculés en conscience, ne pas avoir peur de se tromper ni de faire des erreurs. Tout ça, ça favorise effectivement la créativité avec ce côté d'audace qui était nécessaire. Développer son audace, il y a plein de manières, des petites choses qui vous font un peu peur dans la vie courante, vous pouvez les faire, dire bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas, fermer les yeux dans le métro, voilà, trouver des petits défis personnels comme ça et puis les réaliser. Et puis, dans le monde de l'entreprise, des organisations du travail en général aussi, on peut s'affirmer plus, prendre des risques, prendre des positions et les défendre. Aptitude suivante, connative. Alors, l'intuition. Alors, l'intuition qui est un vrai truc. Un vrai truc, on le sait maintenant. Hein, longtemps, on est resté sans avoir beaucoup d'informations là-dessus. Maintenant, c'est une capacité qui est étudiée en laboratoire. On sait que ça fonctionne, c'est prouvé. On ne sait pas encore comment ça marche, mais on sait qu'on reçoit des informations autrement que par nos 5 sens. C'est une capacité qu'on a tous. D'expérience, les femmes l'utilisent plus et mieux que les hommes. Nous, on a un petit peu de mal avec les choses comme ça, un peu bizarres, qui ne sont pas très logiques, donc un peu de réticence à l'utiliser. Donc, l'intuition, c'est avoir une information qui nous vient. Elle n'est pas située dans la tête, elle est plus située dans le corps. Hein, c'est plutôt là que se passent les informations, c'est avoir une connaissance immédiate des choses sans nécessairement raisonner. Ressentir les situations. Donc, je vous invite tous à développer cette aptitude très utile dans ce monde complexe. C'est, par exemple, si vous hésitez entre 2 chemins pour aller quelque part quand on sera déconfiné, dites-vous c'est par là ou c'est par là, mais n'interrogez pas votre intelligence, votre raisonnement, interrogez vraiment votre corps. Vous allez voir qu'il y a une des 2 alternatives avec laquelle vous vous sentirez mieux.
Voilà, sur des petites choses comme ça, on peut apprendre à se faire confiance, déjà prendre conscience et puis se faire confiance par rapport à cette aptitude intuitive. Caractéristique suivante, l'ouverture, capacité d'ouverture, c'est la curiosité. La curiosité est très utile évidemment en créativité, donc c'est vraiment pas un vilain défaut, bien au contraire. C'est rechercher la nouveauté, c'est être à l'aise avec l'exploration de l'inconnu, avoir envie d'informations nouvelles, de s'ouvrir, d'aller chercher des choses nouvelles et de les confronter déjà à ce que l'on sait. En créativité, dans les techniques de créativité, c'est vraiment une partie qu'on va outiller. Des techniques vont aller ouvrir cette capacité d'ouverture, justement, pour pouvoir aller chercher des inputs et pouvoir produire des idées par rapport à ça. Comment développer sa créativité? Eh bien, aller vers des choses nouvelles. Acheter des magazines nouveaux, lire des nouveaux livres, même si ces éléments, voir des films, même si ça ne vous tente pas trop au début, faites l'effort initial de s'ouvrir et souvent on a des bonnes surprises par rapport à ça. Dernière aptitude native, la motivation. Alors, la motivation est extrêmement utile, effectivement, en créativité. On ne crée pas en traînant des pieds. Il y a vraiment une intention à avoir pour trouver des idées nouvelles. Alors, il y a deux types, vous savez, d'innovation, de motivation, pardon, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est celle qui est plus liée au résultat. Elle est extérieure, extrinsèque. On va faire quelque chose parce que le résultat nous apporte une satisfaction ou nous évite un problème. Et la motivation intrinsèque est plus liée au processus. On va faire les choses parce que ça nous intéresse, ça nous développe, ça nous plaît de faire ces choses-là. Évidemment, le résultat est important, mais le processus a aussi une grande importance dans la motivation intrinsèque. Voilà. D'où l'énergie et l'implication qu'on cherche à avoir dans les groupes de créativité. On peut noter qu'il y a juste deux moteurs à l'innovation, l'envie ou le besoin. On fait les choses parce qu'il faut les faire, ou on fait les choses parce qu'on a envie de les faire. Et on sait d'expérience que ça marche mieux avec l'envie. Donc, développer sa motivation, c'est aussi voir le verre à moitié plein. C'est transformer justement un besoin en envie. Si vous avez une tâche ou une activité qui ne vous branche pas trop, essayez de trouver un petit aspect positif dans cette activité ou dans cette tâche. Et puis, faites un focus là-dessus. Et comme on peut très bien se monter le bourrichon négativement, on peut aussi se monter le bourrichon positivement. Et on n'y pense pas assez, je trouve, ça. Voilà pour les aptitudes. Alors, le test, donc je disais, se passe. Je reprends les choses. Voilà. Le test se passe avec devant l'ordinateur. Ça dure 1h15, 1h30, avec comme le QI, des questionnaires, des activités, des choses à faire. Et puis on sort un résumé des résultats sous forme d'un radar sur les différentes aptitudes testées. Voilà. On peut préciser qu'il y a toujours un groupe de référence pour ce test. Todd Lobar et ses équipes ont refusé d'avoir une valeur absolue comme c'est permis de le faire le QI. Donc, il n'y a pas de valeur absolue de l'intelligence créative, c'est toujours par rapport à une population de référence. Et on peut le voir sur le slide d'après, ça nous permet de faire par des regroupements, même par fonction. Du coup, on peut avoir un profil marketeur dans une entreprise et puis tester les personnes par rapport à ce benchmark. Rémi, on nous demande où on peut passer le test, sur quel site? Alors, il ne se passe pas sur un site, il est uniquement vendu aux entreprises. Donc, il faut faire partie d'une organisation et puis me contacter. Donc, oui, il n'est pas ouvert aux personnes seules, aux particuliers, il se passe uniquement en entreprise. Ok. Est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter? Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais rouvrir le... Est-ce que c'est Foresight?
Est-ce que c'est la même chose que Non, le test Foresight? non, il est complémentaire du test Foresight. Le test Foresight mesure, on va dire, les qualités créatives nécessaires au creative problem solving. On y arrive. Donc, on reprendra des éléments de réponse sur le test Foresight un petit peu après. Je poursuis. Alors, je vais d'abord répondre à une question publique qui a été posée. Et la question est: coucou Julia, j'espère que tu vas bien. Est-ce que ça va être 1 heure de théorie avec slide? Donc oui, je vais bien. Merci beaucoup. Ça, c'est la première des réponses. Est-ce que ça va être 1 heure de théorie? Le format, malheureusement, est assez descendant. Et c'est pour ça qu'on vous incite à poser un maximum de questions dans le chat. On essaye d'y répondre au fur et à mesure. Et de toute façon, on aura après un temps de questions-réponses un peu plus large. On a encore N'hésitez pas à poser vos questions, effectivement, au fil de l'eau, on y répondra. On a encore une question éventuellement pour toi, Rémi. Est-ce que la créativité se développe ou est-ce innée? Oh, ça se développe, ça développe. C'est un muscle, l'intelligence. Le cerveau, c'est un muscle. Donc oui, oui, ça se développe. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on en a au départ tous plus qu'on ne pense. On est tous plus créatifs qu'on ne le pense. En fait, c'est une aptitude que les enfants ont naturellement et que malheureusement, le formatage éducationnel, culturel, atténue un petit peu nos capacités. Et c'est pour ça qu'on a besoin de techniques et de méthodes pour retrouver cette capacité créative formatée par la logique comme nous sommes. Je poursuis un tout petit peu avec les étapes en fait du processus créatif. On a identifié pour des étapes qui mènent à cette production dont tu as parlé tout à l'heure dans la définition, qui est une production nouvelle et adaptée au contexte. Donc, certains chercheurs ont identifié des étapes de processus et ces étapes ont été d'abord travaillées à la fin du 19e siècle et le premier réellement à avoir identifié ces étapes sans l'avoir défini comme telle à ce moment-là, c'était Poincaré qui a réussi à identifier 4 grandes étapes. Et dans les années 1926, enfin en 1926 carrément, Graham Wallace, lui, a modélisé à partir de plusieurs écrits, dont ceux de Poincaré, mais pas que, le processus créatif. Donc c'est un modèle qui est le premier en fait qui a été créé. Il a été depuis évidemment retravaillé, validé, complété par certains chercheurs, remis en question par d'autres. Mais en tout cas, c'est une base et c'est une référence. Et c'est pour ça qu'on a choisi de vous présenter celui-là aujourd'hui, parce que c'est celui qui est la base de toutes les discussions autour du processus créatif que l'on peut avoir aujourd'hui. Le premier élément que Graham Wallace a identifié, c'est d'abord la présentation d'un problème. La présentation du problème, c'est cette petite étape un peu de désordre où on n'arrive pas tellement à avoir de solution, où on a cherché dans notre cerveau les premières solutions. On n'a rien d'évident qui arrive. Dans notre base de données interne, rien n'existe. Donc, on va prendre notre cerveau et on va le préparer finalement à cette résolution de problème. Comment est-ce qu'on prépare un cerveau à la résolution de problème? Simplement en identifiant les données. C'est la première des étapes. On va prendre toutes les informations que l'on a et ces informations-là, on va les observer, les agréger, essayer de voir s'il y a des choses chercher si on n'a pas d'autres suppléments à avoir. Si je prends par exemple les pièces d'un puzzle, est-ce que cette pièce-là va s'emboîter dans celle-là? Bah oui, ok, mais ça ne fait pas grand-chose. C'est les premiers essais-erreurs. En tout cas, c'est déjà essayer d'identifier les données que j'ai. Les données que j'ai, par exemple, pour cette pièce de puzzle, c'est j'ai une forme, j'ai une couleur, et puis j'ai une lettre dessus que vous ne voyez pas, mais qui est là. Et donc ça, c'est une première information, par exemple. Sur celle-ci, ça va être d'autres éléments. Et donc, je vais prendre la totalité des informations que j'ai et je vais essayer de voir comment je peux les triturer. Et donc, en créativité, cette phase de préparation peut être une phase aussi d'imprégnation du problème ou une phase de clarification. C'est une étape dans laquelle on va regarder quelles sont les informations que l'on a. La seconde étape, c'est qu'une fois qu'on n'y est pas arrivé, moi ça fait je ne sais combien de temps que j'essaye de faire ce puzzle, j'y arrive toujours pas, ben, j'ai laissé tomber.
j'ai laissé tomber, je suis allée me promener, j'ai été faire un petit tour, Archimède prend un bain, Newton part se balader dans un verger au milieu de la nuit au clair de lune. Et pendant ce temps-là, je mets finalement mon cerveau au vert. Je le laisse vagabonder, je le laisse aller regarder ailleurs. Et sans réfléchir, en fin de compte, je fais maturer le problème en essayant de prendre du recul et en ayant un regard un peu plus méta, inconscient, mais méta, de la problématique. Et puis d'un coup, que se passe-t-il? Ah, Eureka! Eureka, j'ai trouvé. C'est la phase d'illumination. Je sens que j'ai quelque chose. J'ai une petite idée là qui arrive et je pense que c'est quelque chose et je pense que je le tiens. Ce moment de l'illumination existe parce que notre cerveau a été préparé, parce qu'on a bien identifié les données et que on a laissé associer notre cerveau à d'autres éléments. Et donc, une fois qu'on a cette petite idée, on retourne dans notre champ explorateur pour aller la vérifier. Évidemment, cette information-là, cette idée-là, ce début d'idée en tout cas, il faut aller vérifier pour voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc là, vous avez ici des éléments de base sur ce processus créatif et il a donné naissance ensuite à tout un tas d'autres modèles. Nous utilisons le modèle du CPS dans notre formation, qui a été développé dans les années 30 par Osborne et Parnes, mais ce modèle du processus créatif a aussi donné naissance à tout un tas d'autres modèles qui sont nés un peu plus tard par rapport au CPS, donc peut-être se sont-ils inspirés du CPS, on ne sait pas, mais en tout cas, ils sont nés un peu plus tard. On a le design thinking qui est né plutôt dans les années 50-60. Vous avez toutes les approches lean qui sont nées plutôt fin du 20e. Voilà, donc on sait que ce processus créatif est la base d'une approche qui mène vers une solution. Mais comment est-ce qu'on passe de ces aptitudes qui sont individuelles, de ce processus aussi créatif qui est un processus individuel, à un processus plutôt collectif? C'est là la question de transformer des individus qui ont une approche à eux en intelligence collective. Et le premier facteur finalement, c'est d'adopter notre posture. La posture, Rémi en a parlé et elle est essentielle en créativité. Elle est essentielle parce que c'est à partir de cette posture-là que l'on va avoir une appétence au monde, une curiosité, qu'on va avoir envie d'apprendre tout le temps, qu'on va aller écouter ce qui se passe, qu'on va être ouvert au monde finalement. Et vous le comprenez bien quand je suis en train de vous raconter tout ça, que c'est quelque part le travail d'une vie entière. On n'arrive pas à être ouvert comme ça. C'est vraiment un travail sur soi que l'on développe pour pouvoir, s'ouvrir et être créatif. On a une petite question. Distinguez-vous créativité artistique et scientifique? En fait, ce que l'on distingue, ce sont les champs d'application. Parce que vous avez une créativité qui s'applique dans le champ artistique. Donc là, c'est de l'art et donc on a un cadre qui est posé. Et on a la créativité qui fait appel aux mêmes éléments adapté au champ d'application qui est plutôt scientifique. Rémi, je crois qu'il y a une autre question. Comment le processus du XXe siècle s'adapte dans le monde aujourd'hui avec de plus en plus de données? Dit autrement, comment préparer le cerveau, faire le tri parmi tout ce qui est disponible? Est-ce que tu veux répondre, Rémi? Oui, j'ai déjà essayé de comprendre la question. Comment ça dans le monde aujourd'hui avec de plus en plus de données? Moi, je dirais que ça ouvre la place à l'intuition, parce que les situations sont extrêmement complexes aujourd'hui. Il y a des tenants et des aboutissants et des choses qui se mêlent et qui viennent pas polluer, mais complexifier les situations. Et donc,
La créativité aussi, par son changement de regard, nous permet de, notamment la pensée analogique, hein, nous permet justement d'avoir des correspondances de sens entre des situations et de les simplifier d'une certaine manière. Donc, je crois que le temps de la créativité, on sait qu'il a démarré depuis longtemps, mais c'est vraiment quelque chose qui va se développer énormément, je pense, dans les années qui viennent. Surtout si les machines font tout le reste, il va nous rester que ça. Un autre élément de réponse, finalement, c'est le slide suivant. Merci pour cette transition incroyable, qui est de partager les points de vue. Il est très important quand on parle justement de la complexité de ce monde, de se dire qu'on n'est pas seul face à un problème. Tout le monde vit, peut s'imprégner des problématiques, et nous avons fort heureusement aussi chacun des points de vue différents. Nous avons chacun d'autres façons de regarder une situation. J'ai mis ici la célèbre fable des 6 aveugles face à un éléphant, où chacun regarde la partie qu'il a en face de lui. L'un va dire c'est une lance, un autre va dire c'est un arbre, l'autre va dire non, non, c'est un éventail, ou bien encore un mur. En tout cas, chacun a raison, et chacun perçoit finalement la réalité qu'il a en face de lui. Et face à cette réalité, il va l'interpréter. Et ce n'est que par l'agrégation, finalement, par le mariage de tous ces points de vue qu'on va avoir une vision un peu plus globale, et que l'on va pouvoir ensemble trouver des solutions différentes. L'intelligence collective, c'est ça, c'est partager nos points de vue, partager ce que l'on sait, partager nos connaissances, parce que évidemment dans notre champ et dans notre spécificité, on est peut-être un expert, mais on est un expert d'un bout. On ne peut pas être expert de tout, et donc en intelligence collective et en créativité collective, il faut s'appuyer là-dessus. Il faut partager et s'appuyer sur les points de vue des uns et des autres. On peut compléter juste une chose, pardon, bien Juliette, par rapport à cette histoire de perception. C'est vraiment le point central de la créativité, c'est qu'on est englué dans une seule manière de voir. Pour nous, on a une seule manière de voir le monde, et le monde est évidemment beaucoup plus complexe. Hein. Donc, on dit d'ailleurs la perception, elle est à la fois partielle, c'est-à-dire qu'on voit les choses depuis sa fenêtre, et partiale, c'est-à-dire qu'elle se fait par rapport à ce que l'on a déjà dans la tête. Hein. Les neurosciences l'ont confirmé. En fait, c'est de la reconnaissance d'informations. Oui. Et la réalité est multiple. Et alors, si je complète encore, on va regarder par rapport à notre personnalité, par rapport aux biais cognitifs que nous avons développés, par rapport à notre vécu et à notre histoire. Et donc, chacun ayant une histoire différente, ayant développé des biais différents, ayant une personnalité différente, va regarder aussi cette réalité différemment. Donc, effectivement, elle est aussi partiale. C'est pour ça que dans les groupes de créativité, on cherche à avoir un groupe très hétérogène. Comment? On t'a pas entendu là, je crois. Oui, c'est pour ça, c'est pour cette raison que dans les groupes de créativité, on cherche à avoir des personnes très différentes les unes des autres pour multiplier les points de vue. Exactement. Sur le regarder ensemble, le troisième point qui nous paraît essentiel pour passer de cette créativité individuelle à cette créativité collective, c'est de regarder ensemble autrement. Une fois qu'on sait qu'on a chacun une vision, qu'on a chacun une perception des éléments, c'est comme le disait Rémi tout à l'heure, hein, rentrer aussi dans la perception de l'autre, essayer de s'ouvrir au regard de l'autre. Et une fois qu'on a réussi à s'ouvrir au regard de l'autre, c'est ensemble essayer de regarder et de tordre la réalité pour voir la problématique autrement. On prend les données que l'on a, on les transforme, on les agrandit, on les retourne. Vous avez tout un tas de techniques qui sont liées à se regarder le monde autrement. Et donc, ensemble, on va essayer de trouver une autre réalité à partir des informations que l'on a. Ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Et nous avons un autre point pour pouvoir arriver à cette créativité collective, c'est aussi d'aller chercher, mais ailleurs. Tout à l'heure, on reprenait les données de notre champ d'intervention.
Et comme le disait Rémi tout à l'heure, avec la pensée analogique, aller regarder ce qui se passe dans d'autres univers, c'est regarder ensemble comment autrement on va pouvoir reconstruire ou trouver des métaphores, trouver des analogies pour reconstruire d'autres idées, pour continuer à fabriquer d'autres idées. Mais ce qui est intéressant dans ce aller chercher ailleurs, c'est aller chercher aussi en l'autre. Parce que dans un groupe en créativité, vous avez souvent un facilitateur et puis vous avez d'autres personnes dans le groupe. Et toutes ces personnes réunies dans une même pièce sont autant d'éléments qui vont être de l'ailleurs pour nous-mêmes. Et donc, l'animateur, avec les inputs qu'il va nous poser, avec les exercices qu'il va nous proposer, avec le chemin qu'il va nous, avec lequel il va nous guider, c'est une façon de voir autrement. Mais aussi quand les autres participants vont donner des idées, vont émettre des idées, ça va nous permettre à nous d'associer sur ces autres idées et de trouver encore d'autres idées nouvelles. C'est pour ça qu'on dit que dans un groupe, souvent en intelligence collective et en créativité collective, dans les deux, une idée n'appartient pas à une personne, elle appartient souvent au groupe en entier. Pourquoi? Parce que même si c'est une personne qui l'a dite, même si c'est vous qui l'avez dite, vous l'avez dite grâce au schéma de pensée de toutes les personnes qui sont dans la pièce et non pas seul dans votre chambre. Donc vraiment, la créativité collective permet de multiplier les visions et de multiplier les points de vue et répondre à des problèmes qui sont de plus en plus complexes, ceux notamment auxquels on est obligé de faire face aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure dans la question qui avait été posée. Vraiment voir la complexité des informations qui nous sont données. Là, on a autant de lectures que de personnes présentes et c'est vraiment un plus. On a une petite question qui est arrivée. Comment expliquez-vous l'essor de l'intelligence collective dans les organisations, notamment en matière de conduite de changement? Ben, je crois que j'ai un petit peu répondu à cette question. Complètement. Oui. Est-ce qu'on a, je crois que oui, je crois qu'en fait, la conduite de changement plus particulièrement permet à chacun de partager et de réfléchir plus rapidement par rapport à une problématique. C'est aussi ça l'effet du groupe. L'effet du groupe permet d'acquérir un maximum d'informations et de points de vue des uns et des autres plus rapidement et donc de faire évoluer aussi nos pensées plus rapidement. Donc l'intelligence collective a cet effet-là. Il a vraiment l'effet de partage et puis aussi l'intelligence collective a l'effet de création d'expériences communes. Et ça aussi, c'est essentiel dans tout ce qui est conduite de changement. J'arrive à l'avant-dernier point pour cette créativité collective et cette intelligence collective. Une fois que on a identifié les données, une fois qu'on a ouvert, une fois qu'on a essayé de partir en divergence pour créer un maximum d'idées, qu'on a fait une convergence sur certaines de ces idées, vient ensuite l'étape de l'expérimentation, vient en fait l'étape du réel. C'est le moment où on va commencer à confronter nos idées au réel, où on va aller voir s'il y a des points de résistance ou au contraire des choses qui vont être à améliorer par rapport aux conditions qui sont en dehors de l'expérience, j'allais dire. Là, on va rentrer dans l'implémentation quelque part de nos idées. On rentre dans le réel, puis on va commencer à essayer. On va expérimenter. On va commencer à voir si ça fonctionne. Une fois qu'on a fait ces expériences, on va probablement choisir une. Alors une, ça ne veut pas dire que les autres sont mauvaises, c'est que pour le moment, l'état actuel des choses, il nous semble que c'est la version la plus tentable, c'est la plus aboutie pour pouvoir sortir. Donc, on va la choisir. Et une fois qu'elle a été choisie, on va aller la tester dans le réel. Et donc, on va la tester, l'expérimenter, on va l'éprouver, on va recueillir des informations. Et ces informations-là vont nous aider à recommencer et à réitérer et à retourner peut-être un peu plus haut dans le processus pour améliorer jusqu'à la fin réussir à trouver chaussure à son pied. Donc
les idées, là, je vous ai pris l'exemple d'une idée, mais évidemment, on peut faire ça avec plusieurs des idées. Et on a toute une phase d'amélioration et de complément d'idées qui se fait dans le réel et dans la confrontation à ce qui se passe dans la réalité. Donc, évidemment, une fois qu'on a fait la totalité du processus, allez essayer et allez tenter pour voir comment continuer. Doit-on avoir un chef de file pour gérer le groupe de créativité collective? Rémi, je On te laisse n'appelle pas chef répondre. de file, mais indispensable. Indispensable d'avoir un facilitateur, un stimulateur, un régulateur, une personne qui va s'occuper du groupe pour qu'il soit le mieux disposé possible et puisse puiser dans tous ces beaux imaginaires qui sont rassemblés. Je réponds tout de suite à la question d'après. Le process que vous décrivez est-il proche du design thinking en double diamant? Cette phase implémentation ressemble au prototypage. En fait, le modèle que vous connaissez du design thinking est né du modèle CPS sur lequel nous nous basons par rapport à cette formation, dans cette formation. C'est un modèle qui est né plutôt dans le design, donc, alors que le CPS est plutôt né dans le milieu de la publicité. Mais le design thinking reprend les fondamentaux du CPS, qui lui-même reprend les fondamentaux du processus créatif de Wallace dont nous avons parlé juste avant. Voilà, vous voyez, on est vraiment sur une même philosophie, on est sur une même intention que d'aller vers une production nouvelle. Et en fonction des domaines d'activité, ce processus a été un petit peu appelé différemment et l'accent a été mis peut-être sur d'autres phases que en fonction des domaines. Voilà. Donc, par exemple, pour les ingénieurs, ça va être plutôt réellement la vérification qui va être la plus importante. Vous avez la phase d'idéation, alors qu'en design thinking, vous avez une phase d'empathie qui est extrêmement importante aussi. En fait, voilà, chaque métier va mettre l'accent sur une des étapes, mais on reste sur cette même étape. La différence que l'on a entre le CPS et le design thinking, c'est que le CPS existe quand même depuis les années 30 et il a fait l'objet de nombreux amendements. Donc, il a été développé et il a été trituré vraiment dans tous les sens depuis ce moment-là. On n'est pas resté aujourd'hui sur le modèle qui existait dans les années 30. Il a bien évolué. La roue que je vous ai présentée juste avant date je crois que des années 2000, il me semble, un peu après même. Mais la forme de ce modèle CPS, même si la philosophie en reste la même, la forme a évolué au fur et à mesure du temps. Je peux compléter effectivement en disant que le design thinking n'apporte pas grand-chose de nouveau par rapport au CPS. Par contre, il y a une chose qu'il apporte, et que ne faisait pas le CPS, c'est traditionnelle française, c'est cette idée d'itération, de tout de suite donner une première forme à l'idée et d'aller la confronter, la tester, essayer de valider et ensuite de revenir, comme l'a dit Julia, d'améliorer et de repartir. Alors, pour le coup, le nouveau modèle du CPS le fait. Voilà. Voilà, donc, et c'est en ça que c'est un modèle qui est évolutif. Tu as une question sur l'intelligence collective à distance. Alors, l'intelligence collective à distance, oui, on peut la travailler. Elle est plus compliquée à travailler parce que on a fait un précédent webinaire sur ce sujet-là. Elle est un petit peu plus compliquée à travailler à distance parce que elle demande une préparation importante et une facilitation de ces moments d'intelligence collective. Donc, oui, ça se fait, mais c'est pas si facile. Voilà. On expérimente beaucoup en ce moment. Oui, on l'expérimente beaucoup et on voit aussi quelques loupés d'ailleurs aussi en ce moment. Et c'est erreur. C'est ça, on est en phase d'itération.
La dernière étape de ce processus collectif, c'est de créer des solutions ensemble. Quelle est la différence entre une idée et une solution? La différence, c'est qu'une solution est un ensemble d'idées qui ont été mis bout à bout pour en faire quelque chose de viable et qui soit solide par rapport à ce réel. Et donc, quand on parle d'une solution, elle va commencer à intégrer absolument tous les points de vue, toutes les expertises. On va aussi parler des expertises métiers qui seront insérées dans cette solution. On va vraiment avancer pour construire quelque chose que l'on puisse mettre sur le marché assez rapidement. Donc, vous voyez bien que on a tout un tas d'étapes par lesquelles on passe pour aller pour la créativité, que ces étapes-là sont l'agrégation de schémas de pensée individuels, mais pas que de schémas de pensée individuels, c'est aussi intégrer dans ce processus-là des inspirations qui viennent du monde entier, quelque part. C'est un peu ce qu'on cherche à vous expliquer dans notre formation. La formation de Créa Université en partenariat avec Centrale Supélec XZ repose sur ces principes-là. C'est d'abord, dans un premier temps, trouver sa propre créativité, trouver en quoi notre créativité a une incidence sur les produits que l'on veut mettre en œuvre, comment est-ce que nous-mêmes nous réfléchissons. Et à partir de ce que nous savons de nous-mêmes, nous pouvons à ce moment-là commencer à rentrer en communication, entre guillemets, avec la créativité des autres. En sachant que nous, notre créativité, là je reviens sur le foresight par exemple, notre créativité est plus sur la première phase, sur les phases de clarification par exemple. Si on a face à nous quelqu'un qui est davantage sur la phase d'idéation, ben, ça nous permet de mieux comprendre cette personne qui est en face de nous et donc de rentrer en créativité quelque part avec elle. Donc, on est vraiment sur ce chemin-là à l'intérieur de notre formation pour aller d'abord de notre créativité individuelle pour ensuite savoir la mobiliser vers la créativité collective et ensemble créer des solutions nouvelles en travaillant avant tout notre posture et en travaillant notre approche par rapport aux autres. Pour ma part, j'en ai à peu près terminé par rapport à ce que j'avais à dire. Je laisse Rémi compléter, conclure avant que Rania ne prenne la parole pour vous présenter notre formation. D'accord, merci Julia. Ben, ce qu'on peut dire, ça a été très rapide, hein. C'était quelques minutes pour vous faire une petite sensibilisation à ces notions qui sont évidemment très très vastes, évolutives, hein. Les capacités créatives, c'est quand même quelque chose de très nouveau. Le CPS, il existe effectivement depuis bientôt 100 ans, mais chaque année, il est rénové. C'est toujours des méthodes et des techniques qui sont retravaillées. Les consultants adorent manipuler les techniques, en faire des nouvelles, en fusionner plusieurs. Donc, c'est quelque chose qui est en marche et voilà, on espère qu'on vous a donné envie d'y goûter. Et puis, on est prêt à répondre à quelques questions si vous en avez via le chat. Merci. Je laisse la parole à Rania pour le moment, pour nous présenter notre formation. Rania, est-ce que tu es là? Oui, bonjour. En fait, tu as très bien résumé ce que les participants, en tout cas, vont aborder au travers de ce parcours. C'est donc un parcours en fait de 9 jours au tarif de 4 000 €. C'est une formation certifiante, ce qui veut dire que pour être éligible, il nous faudra votre CV et une lettre de motivation, de manière en fait à connaître un peu votre profil ou votre expérience, et puis surtout vérifier que vos attentes vont bien être délivrées en fait au travers de ce parcours. Donc, qui dit formation certifiante également veut dire que à l'issue de ce parcours, vous aurez 2 évaluations. Une évaluation individuelle qui va consister en fait à mettre en place un carnet de bord pour vérifier tout ce qui est les processus d'apprentissage que vous avez et bien sûr l'évolution de votre potentiel créatif. Et puis enfin, une évaluation collective qui consistera en fait à répondre ou à proposer une résolution d'une problématique d'entreprise. Voilà, la prochaine session, nous
nous devrions la programmer en fait d'ici octobre, donc je ne manquerai pas de vous envoyer le planning. Ce planning, en fait, il est à raison de 2 jours par mois sur 4 mois. Donc 4 modules de 2 jours et enfin la dernière journée pour la certification. Donc moi j'ai fait quelques minutes, donc je veux surtout laisser la place aux différentes questions qui peuvent venir, mais dans tous les cas mon intuition c'est que déjà vous avez en fait une grande capacité d'ouverture pour s'intéresser en tout cas à notre parcours. Merci. Merci beaucoup. Merci Rania pour toutes ces précisions extrêmement précieuses. Là, je n'ai pas l'impression que nous ayons d'autres questions. Est-ce que comment gérer les réticences de participation à des processus d'intelligence collective? Vaste question. Rémi. Quand tu sais pas, tu me demandes. Hein. Si, j'essaye d'être. Les réticences de participation des processus. Il faut connaître les causes. Pourquoi les gens n'ont pas envie d'y aller? Pourquoi ils n'ont pas envie de participer? Est-ce qu'ils sont avec des collègues qu'ils n'aiment pas? Est-ce que le sujet les rebute? Est-ce que l'objectif va contre leurs intérêts? Il y a plein de raisons de non-participation. Il n'y a que ça, presque. Et tout le boulot du facilitateur, c'est juste de gommer tout ça et de voir le verre à moitié positif pour embarquer tous les participants. L'autre élément, c'est qu'on a évidemment toujours des réticences, mais comme je le disais tout à l'heure et comme Rémi le disait tout à l'heure, c'est le travail d'une vie que de réussir à s'ouvrir assez et de continuer à s'ouvrir tout le temps pour être dans cette acceptation de ce qui peut arriver et de la co-création. C'est pas si facile que ça. Même quand on est très habitué à la question, il nous arrive de déraper parce que nous sommes humains. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose de si simple, mais sous le couvert de quand même essayer de créer quelque chose ensemble, de tenter une expérience ensemble. Souvent, les participants acceptent quand même de participer et de donner leur point de vue. Parce que c'est aussi ça, c'est aussi un partage de points de vue. Oui, c'est parce qu'on est humain aussi qu'on aime travailler en groupe. N'est-ce pas? C'est ce qui nous manque en ce moment, si vous saviez à quel point. Des groupes virtuels. Mais le groupe virtuel, il y a quand même cette dimension corporelle que nous n'avons pas. Et ça, c'est un peu... C'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait renommer le test, s'il te plaît? Oui, renommer le test Creative Profiler. Sinon, vous tapez mon nom dans votre moteur de recherche préféré et puis il vous mènera à mon site et on pourra échanger là-dessus. C'est Creative Profiler. Vous avez aussi le test Foresight. Lui est assez cher, mais il se fait en ligne. Mais ça, Foresight, comme 4 côtés. Et qui va lui vous reprendre votre profil selon les quatre étapes du CPS, enfin les 4 étapes du processus créatif. Tarif formation, y a-t-il un tarif individuel avant les ouvrages? Je laisse Rania répondre. Oui, en fait non, vous avez un tarif unique que vous financiez personnellement ou autre affaire de votre entreprise. Par contre, personnellement, on est tout à fait ouvert pour vous proposer en fait différentes échéances. Donc, un tarif unique. Les publications, ouvrages? Il y en a des dizaines, évidemment, des bons livres. Tu veux en citer quelques-uns? Déjà celui-là. Hein. Voilà. Ça, c'est La psychologie de la créativité, qui est le livre de Todd Lubart, qui est un de nos intervenants dans le certificat, et qui axe davantage la question de l'impact de l'environnement sur la créativité aussi dans le certificat. Mais dans ce livre-là, vous avez vraiment une base sur la psychologie de la créativité et sur tous les travaux qui ont été faits. Après, il y en a tout un tas d'autres travaux depuis ce livre qui ont été tout un tas d'autres études, mais ce livre-là reste une référence pour le moment.
Puis après, vous avez toutes les publications de Olwen Wolf, de Guy Asnard, de Isabelle Jacob, qui sont là. Vous avez le livre de Rémi aussi sur la créativité homme-femme mode d'emploi. Voilà. Rémi, disons un mot quand même. Oui, je peux en dire un mot. Bah oui, c'est un livre coécrit avec une amie consultante, effectivement, qui postule que l'avenir créatif de l'entreprise passe par les femmes. Qu'aujourd'hui, la créativité, les aptitudes créatives, justement, sont plus naturellement, plus facilement développées par les femmes. Et donc, les hommes doivent développer ces aptitudes et l'entreprise doit se féminiser. Pas seulement avoir plus de femmes, mais avoir plus de féminin et moins de yang. Merci. Et puis, enfin voilà, la bibliographie est importante. En tapant simplement créativité, livre sur la créativité, vous aurez aussi les livres de Amabile, les livres, enfin de Mihaly Csikszentmihalyi. Oh, j'ai réussi à le dire. Ah, c'est Vous bien. avez, enfin voilà, ouais. Oui. Et tu n'oublies pas un très bon livre sur les réunions créatives. Tu peux nous en dire deux mots Ah, aussi. merci. Il est pas épuisé, on le trouve encore. Non, celui sur. Alors, il y a un livre que j'ai écrit qui est sur l'animation de réunion, et donc là, c'est un peu plus large sur l'animation de réunion globale. Et vous allez avoir un livre qui sort probablement après le confinement, plus spécifique intelligence collective, qui a été coécrit en intelligence collective avec 6 autres co-auteurs, donc femmes. Et il sera édité chez Duno, mais la date de sortie, on ne la connaît pas encore, probablement septembre. Voilà. On nous pose la question, je suis directeur de création en agence, quel est le niveau des stagiaires? Dans mon cas, j'ai envie de perfectionnement. J'ai envie de dire, quel est votre niveau actuel? Parce qu'on a des personnes qui sont aussi des designers, qui ont aussi tout un tas de background derrière eux, mais qui n'ont pas de processus dans leur bagage et qui ont appris jusque-là sur le terrain et assez peu dans les écrits. Et donc, il y a aussi cette dimension-là. Vous avez évidemment une dimension extrêmement pratique dans ce certificat, mais il y a une dimension qui est qui vous donne des références académiques quelque part et qui sont des points de repère pour pouvoir avancer dans le cheminement de la créativité. Donc, je ne sais pas quel est votre niveau aujourd'hui et je ne sais pas quel est votre besoin, mais évidemment, on se tient à votre disposition pour répondre à ça. Est-ce que la pensée intuitive est la même chose que l'intelligence émotionnelle? Non, non. L'intelligence émotionnelle, elle est plus liée à l'empathie, hein, qui est aussi une aptitude créative collective cette fois-ci. Hein. Les 10 aptitudes qu'on a vues, ce sont des aptitudes individuelles. Il y a d'ailleurs une nouvelle version du Creative Profiler qui est en train de sortir avec justement des aptitudes plus collectives, empathie, style de collaboration, des choses comme ça. Donc je relie plus l'intelligence émotionnelle à l'empathie, hein. C'est effectivement, bien c'est un autre canal d'information. Ce sont des choses très proches, mais un peu différentes quand même. Oui. Nous sommes confrontés au paradoxe du process en V, du process, pardon, versus une ambition de faire preuve de créativité. Des conseils pour bien marier les deux. Alors, les paradoxes du process. La créativité est un process. On vient de le voir. Nous avons le processus créatif qui nous le montre, qui est un process évolutif évidemment, mais ça reste un process. Donc, la réponse que l'on aurait à ça, c'est celle-ci. Oui. Alors, le problème des processus, c'est pas d'être des processus, c'est d'être fermé, surtout. C'est-à-dire qu'un process qui inclurait de la créativité, il aurait des poches où on pourrait mettre son grain de sel, customiser, le mettre à sa main, à son contexte, à son sujet, à ses clients. Le problème des process, c'est qu'ils sont trop rigides généralement.
Je crois que là, nous arrivons à la fin de notre temps et je vous remercie pour ma part et je remercie mes acolytes d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup Rémi, merci Rania, merci Brice que Merci vous ne voyez Julien, pas. merci Rania. Merci Bien, à merci vous à d'avoir vous. écouté. Et Je n'hésitez recevrai pas, un replay dans quelques jours. voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, bien évidemment, nous y répondrons. Et donc, Merci. soyez créatifs, bien sûr. Merci. Portez-vous bien. Au revoir.